Donc, je vais vous parler de la technologie d'EnaDrive, qui est une nouvelle technologie de stockage numérique durable. Donc, moi, je m'appelle Stéphane Lemaire, je suis directeur de recherche au CNRS, au sein du laboratoire de biologie computationnelle et quantitative, et je suis cofondateur de la startup Biomemory, dont je vais vous reparler un petit peu plus tard. Alors, je vais vous parler plus spécifiquement du projet qu'on a développé récemment, qui s'appelle la révolution de l'ADN. Vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle la révolution de l'ADN. Donc, avec la convergence de plusieurs technologies, le big data, l'intelligence artificielle, mais aussi les objets connectés, l'informatique quantique, on assiste et on va de plus en plus assister à une transformation numérique de nos sociétés qui nécessite de stocker de plus en plus de données. Et en effet, les données sont le carburant de l'intelligence artificielle. Sans données, il n'y a pas d'apprentissage, donc pas d'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on estime que la datasphère, l'ensemble des données numériques mondiales, est de 45 zétaoctets et qu'elle devrait croître, elle est en croissance exponentielle, elle devrait atteindre 175 zétaoctets en 2025. Alors, un zétaoctet, c'est 10 puissance 21 octets. Donc c'est difficile de se représenter ce que ça représente, mais donc j'ai l'habitude de dire que si on veut télécharger un zétaoctet avec une connexion fibre optique rapide, il faut 2,5 millions d'années. Télécharger un zétaoctet, ça vous donne une idée du volume considérable d'informations que représente un zétaoctet. Alors cette croissance, elle est liée à de nombreux secteurs, en particulier la santé, la recherche scientifique, l'astrophysique, les séquençages de génome, la médecine. On voit avec les séquençages de coronavirus qu'on a besoin de stocker énormément de données. La finance stocke beaucoup de données, les médias, les divertissements, le streaming, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Mais ce qui va le plus contribuer à l'augmentation du besoin de stockage, c'est l'industrie. Alors avec tous les terminaux, mais aussi l'Internet des objets et l'automatisation. Par exemple, un véhicule autonome, ça génère 3 téraoctets de données par heure par véhicule. Et parmi ces données, il y a des données qu'on appelle WARN. Alors les WARN, ce sont des données qui sont des Write Once, Read Never, c'est-à-dire des données que l'on écrit, mais qu'on le lit jamais, ou plus exactement presque jamais. Donc ces données, ce sont les archives, ce sont les backups, ces copies de secours, et ça représente 60% des données numériques mondiales. Elles sont essentiellement stockées sur des bandes magnétiques, mais aussi en partie sur des supports optiques. Et la façon dont on stocke les données pose des problèmes. Tout d'abord, les supports numériques actuels sont fragiles, qu'il s'agisse de bandes magnétiques, de clés USB, de disques durs. Leur durée n'excède pas 5 à 7 ans. Au data center, tous ces supports doivent être remplacés régulièrement et les données doivent être migrées sur des nouveaux supports fiables. Ces données prennent de la place. Si on voulait mettre les 175 zétaoctets prévus pour 2025 sur notre support optique le plus dense des Blu-ray, on obtiendrait une pile de Blu-ray qui fait 23 fois la distance de la Terre à la Lune. Ça occupe de la place en surface. Les data centers occupent un peu moins de 2 fois la surface de Paris aujourd'hui, soit 1/1000e de la surface émergée du globe, ce qui n'est pas énorme. Mais au rythme actuel, en 2040, ce sera 1/1000e de la surface émergée du globe, ce qui est plus du tout négligeable. Et troisième inconvénient, c'est que ce stockage, ces supports numériques, essentiellement parce qu'on doit les maintenir à température et hygrométrie contrôlée, ont un impact énergétique considérable. Data center, c'est 2% de la consommation électrique mondiale et leur empreinte carbone est déjà supérieure à celle de l'aviation civile. Et cette consommation, cette empreinte, elle est proportionnelle à la quantité de données stockées. Si on veut stocker 5 fois plus de données aujourd'hui, ça impliquera une consommation électrique et une empreinte carbone multipliée par 5. Donc pour toutes ces raisons, le fait que les supports soient fragiles, volumineux et énergivores, ils ont un impact environnemental qui est considérable. Et malgré ces difficultés, ces supports ne peuvent déjà plus suivre nos besoins de stockage. Depuis 2010, la demande de stockage est supérieure à l'offre. Aujourd'hui, on estime qu'on peut stocker environ 30% de l'information qu'on génère, mais d'ici 10 ans, ce sera 3%.
Et ceci dans un contexte où on sait que dans 5 ans, on devra stocker 5 fois plus de données qu'aujourd'hui, alors qu'on n'est déjà pas capable de stocker les données d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que la transformation du numérique, le développement de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique, ne pourront se faire sans une profonde révolution de nos technologies de stockage numérique. Et il existe une autre forme de stockage dans la nature qui n'a pas été inventée par l'homme et qui se perfectionne depuis près de 4 milliards d'années, c'est l'ADN, le support de l'information génétique. L'ADN, c'est cette molécule en double hélice qui stocke l'information dans des bases nucléotidiques qui sont symbolisées par les 4 lettres A, C, T et G. Donc, c'est un stockage à très haute densité. Le génome humain contient 3,2 milliards de ces paires de nucléotides, qui correspond à 700 mégaoctets de données dans chaque cellule, soit 2,7 zétaoctets de données dans chaque humain, si on compte toutes les cellules du corps. L'ADN a un certain nombre d'avantages. Tout d'abord, il est hyper stable. L'ADN, on le sait que c'est stable. La police scientifique l'utilise pour résoudre des enquêtes criminelles, même après plusieurs dizaines d'années. Les scientifiques l'utilisent pour explorer le passé. On a par exemple reconstitué un génome complet à partir d'une défense de mammouth vieille de 1,6 million d'années. Et donc, en comparaison avec nos stockages actuels, la durabilité d'une technologie de stockage sur ADN se compte en millénaires et pas en années. C'est également un stockage ultra dense. La densité maximale de stockage d'informations, c'est 0,45 zétaoctets par gramme, soit 450 millions de téraoctets par gramme d'ADN. Ça veut dire que toutes les données du monde, 45 zétaoctets, pourraient tenir dans 100 grammes d'ADN, soit le volume d'une tablette de chocolat. Et enfin, le stockage sur ADN est non énergivore parce que l'ADN est stable à température ambiante. Et si on le conserve dans des conditions adaptées, c'est-à-dire à l'abri de l'eau, de l'air et de la lumière, telles que dans ces petites capsules métalliques représentées ici, l'ADN est stable plus de 50 000 ans. Donc pour ces 3 raisons, le fait que l'ADN est durable, compact et sa conservation est non énergivore, l'ADN est considéré comme la meilleure solution dont on dispose pour remplacer nos stockages numériques par une forme de stockage éco-responsable. Il y a un autre avantage à l'ADN, c'est ce sera un support qui ne sera jamais obsolescent. Si je vous donne une disquette 5 pouces 1 quart, vous ne pourrez pas la relire parce qu'il n'y a plus de lecteur de disquette. Mais la biologie ne va pas changer de support de l'information génétique. Donc, tant qu'il y aura de la vie basée sur l'ADN, on disposera de technologies pour lire l'ADN parce qu'on en aura besoin pour la biologie et pour la médecine. Alors, l'idée de stocker l'information dans l'ADN, elle n'est pas neuve. Elle avait été suggérée dès 1959 par Richard Feynman, un prix Nobel de physique en 1965, qui avait suggéré que, vu la densité de l'ADN, ça pourrait être intéressant de stocker des données à cette échelle moléculaire. La première démonstration significative a quand même eu lieu assez récemment, en 2012, par George Church, qui est professeur à Harvard, qui a encodé de l'information numérique sur ADN en utilisant la synthèse chimique d'ADN et qui a démontré que cette forme de stockage pouvait être fonctionnelle. Il a stocké quelques centaines de kilooctets et a montré que c'était des millions de fois plus dense que les meilleurs supports classiques de stockage d'informations. Alors, pour encoder de l'information sur ADN, il faut convertir un code binaire fait de 0 et de 1 en un code quaternaire qui correspond aux 4 lettres A, C, T, G de l'ADN. Alors, il y a plein de façons différentes de faire cette conversion. On peut par exemple encoder à 2 bits par base en considérant que A égale 0, 0, C égale 0, 1, T égale 1, 0 ou G égale 1, 1. On peut aussi, par exemple, encoder à 1 bit par base avec A égale C égale 0 et T égale G égale 1. C'est de cette façon que George Church a encodé ces données pour la première démonstration. Et donc, le processus consiste à prendre un fichier numérique, convertir cette séquence binaire en séquence ADN, puis à l'écrire en utilisant la synthèse d'ADN.
Cette molécule ou cet ensemble de molécules sont stockées et puis pour les lire, bah, on utilise des séquenceurs similaires à ceux qui sont utilisés pour séquencer les génomes des êtres vivants ou pour séquencer les variants du coronavirus. Alors, les dernières générations de séquenceurs sont des appareils ultra compacts. C'est un peu plus gros qu'une clé USB, comme vous le voyez ici, et ça permet le séquençage en temps réel d'une très grande quantité de données. Alors, pour l'instant, le stockage sur ADN, il est fait sur des petits fragments d'ADN qu'on appelle des oligonucléotides. Ce sont des petits fragments qui sont simples brins, c'est pas du double brin comme le vivant. Ils sont obtenus par synthèse chimique et cette technologie ne permet pas de faire des fragments de plus de 200 bases. Donc, on est obligé d'utiliser un très grand nombre de ces petits fragments pour stocker l'information. Donc, en 2012, 650 kilooctets ont été stockés par George Church sur plus de 50 000 oligonucléotides. En 2018, Microsoft, avec l'Université de Washington et Twist Bioscience, a stocké 200 mégaoctets. Et pour ça, ils ont dû utiliser plus de 13 millions d'oligonucléotides. Donc, c'est une très grande complexité à l'échelle moléculaire. Donc, ces technologies de stockage d'informations sur oligonucléotides ont pu montrer que c'était faisable de stocker l'information numérique sur ADN, mais cette façon de faire a des limites. D'abord, c'est un coût élevé, plus de $1000 le mégaoctet, un taux d'erreur assez élevé, et puis une fois que la donnée est écrite, il est difficile de la copier, de l'éditer. En tout cas, ça coûte cher. On a donc besoin de systèmes de stockage sur ADN qui soient plus performants. Et nous, notre vision, c'est qu'on pourrait exploiter le potentiel du vivant, c'est-à-dire utiliser la biologie pour lever les limitations du stockage sur ADN. En fait, moi, je dirige une équipe de biologie qui s'intéresse à la biologie synthétique des microalgues. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit et on reconçoit des systèmes biologiques, en particulier des microalgues, par exemple, pour reprogrammer génétiquement ces microalgues afin de remplacer la pétrochimie pour produire des biocarburants, des bioplastiques à partir de microalgues utilisant la photosynthèse. Et pour faire ça, vu qu'on est obligé de reprogrammer génétiquement ces organismes, on doit manipuler l'ADN de ces organismes et on a développé de nombreuses technologies pour manipuler cet ADN. Sur cette base-là, avec mon collègue Pierre Crozet, on a commencé à s'intéresser, parce qu'on avait le savoir-faire de manipulation de l'ADN, au stockage d'informations numériques sur ADN. Sur l'idée que dans le vivant, il existe déjà des technologies pour copier l'ADN, lire, l'éditer, corriger les erreurs, accéder directement aux données, amplifier le signal, et que on pourrait adapter, ce qu'on appelle nous domestiquer ces technologies grâce à la biologie de synthèse pour développer des nouvelles technologies de stockage sur ADN. Notre constat est qu'au lieu d'utiliser des oligonucléotides, des petits fragments d'ADN simples brins, on pourrait utiliser, comme le vivant le fait, des molécules double brin qui sont plus stables et surtout des molécules de très grande taille. Le vivant n'utilise pas des petits fragments d'ADN pour stocker l'information, il utilise des très grandes molécules qui s'appellent des plasmides ou des chromosomes qui contiennent des milliers, voire des millions de ces nucléotides. Et donc, notre stratégie est de stocker l'information numérique dans des molécules qui peuvent être manipulées par le vivant. Donc, on utilise un ADN qui est compatible avec le vivant, qu'on appelle biocompatible, et on utilise des très grandes molécules d'ADN et pas des tout petits fragments. Donc, on utilise de l'ADN double brin réplicatif, c'est-à-dire qui peut être copié dans le vivant, et cette copie peut être faite avec un coût extrêmement faible. Sur cette base, on a développé une stratégie bio-inspirée qui est en rupture avec les technologies existantes parce qu'on n'utilise pas d'oligonucléotides et que c'est compatible avec le vivant. On utilise des longs fragments. La lecture se fait avec des technologies qui permettent de lire ces longs fragments, des dernières générations de séquenceurs. Et cet ADN, il est non seulement compatible et manipulable avec les technologies du vivant, mais il est aussi biosécurisé, c'est-à-dire que la séquence d'ADN est cryptée pour l'organisme qu'il manipule afin de ne présenter aucun danger pour l'être humain ou pour l'environnement. Cet ADN ne code aucune information biologique, il ne code que de l'information numérique.
On a donc développé cette technologie DNA Drive qui permet de avoir un disque de capacité totale illimitée, qui est manipulable avec des approches biologiques, ce qui permet d'avoir une copie à très bas coût, d'avoir une très forte redondance et un taux d'erreur faible. L'ADN est stocké dans les mini-capsules métalliques que j'ai présentées précédemment. C'est compatible avec toutes les technologies de séquençage. C'est basé sur un système de fichiers binaires, donc on peut encoder tout type d'informations, on peut créer des tables d'allocation, des fichiers, des répertoires, utiliser des métadonnées, tout ce qu'on veut. Et c'est très adapté pour l'archivage froid, ces fameux WARN, ces données qui sont actuellement essentiellement stockées sur des bandes magnétiques. Donc si on regarde l'organisation physique d'un disque dur, un disque dur organisé avec des plateaux, et chaque phase de ces plateaux contient des pistes, et chacune des pistes est divisée en secteurs. Ces secteurs contiennent les données, et donc chaque phase d'un plateau contient des milliers de ces pistes. De la même façon, l'ADN que l'on utilise contient des blocs de données et des blocs d'index, donc des secteurs, et il est organisé sur des grandes molécules d'ADN circulaires qui correspondent aux pistes d'un disque dur. Et donc on fait un pool, c'est-à-dire on regroupe des milliers de ces molécules d'ADN dans un pool qui correspond à un plateau d'un disque dur, et on peut mettre autant de plateaux que nécessaire. C'est ce qui rend la capacité de ce disque complètement modulable et sa taille illimitée. On a déposé un brevet en 2019 et on l'a étendu au niveau mondial en 2020 pour protéger cette technologie DNA Drive. Et on a récemment créé la startup Biomemory, qui est un spin-off de Sorbonne Université du CNRS, qui a pour mission de proposer un stockage sur ADN économiquement viable en data center avec une empreinte carbone nulle ou négligeable. Pour montrer que cette technologie est fonctionnelle, on a développé ce projet qui s'appelle la révolution de l'ADN. On a encodé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, inscrite au programme Mémoire du monde de l'UNESCO, et la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, écrite par Olympe de Gouges en 1791. Donc, ce projet pluridisciplinaire impliquait des biologistes, des informaticiens, des historiens, des philosophes, des archivistes. Et l'association de ces deux textes véhicule des valeurs auxquelles notre équipe est attachée. On a fait ça en partenariat avec les Archives nationales, mais aussi des partenaires industriels, Twist Bioscience, Imagen pour l'encapsulation, et puis Biomemory. On a encodé sur DNA Drive la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on l'a encapsulé, on a relu plusieurs fois pour vérifier qu'on en pouvait relire avec une fidélité de 100%. Et chacune de ces capsules, comme celle qui est présentée ici, contient 100 milliards de copies du fichier, pour illustrer la densité de l'ADN. Donc c'est l'équivalent de 5000 téraoctets de données, en fait. L'encodage de l'autre texte s'est fait de la même façon, il a été encapsulé et relu également à 100%. Et donc ces deux textes sont désormais sauvegardés pour des dizaines de milliers d'années sans aucun apport énergétique. Donc voici un schéma qui récapitule le procédé. Un fichier binaire est tout d'abord compressé numériquement, puis encodé avec notre algorithme DNA Drive pour le rendre biocompatible et biosécurisé. Ensuite, Twist Bioscience a fait la synthèse de petits fragments qu'on a ensuite assemblés en très grandes molécules. On les a amplifiés en utilisant des bactéries. L'ADN a ensuite été extrait, purifié, lyophilisé, encapsulé par Imagen. Et ensuite, on a pu le relire avec des séquenceurs pour redécoder le fichier, le redécompresser et le reconvertir en fichier binaire et récupérer le texte d'origine. Donc ces deux capsules ont été enregistrées officiellement aux Archives nationales le 23 novembre. Il s'agissait d'une première mondiale puisque c'est la première fois qu'une institution publique se dote d'une partie de ces archives sous forme d'ADN, puisqu'ils ont été enregistrés comme les autres archives des Archives nationales et stockés dans l'armoire de fer qui est le coffre-fort des Archives nationales qui contient tous les plus précieux documents des Archives nationales, du testament de Louis XIV, la dernière lettre de Marie-Antoinette, la Constitution ou bien sûr la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'original papier. Pour la suite, Biomemory va
poursuivre le développement de cette technologie pour réduire les coûts et augmenter le débit en automatisant tout le procédé, en miniaturisant avec des robots qui permettent de manipuler facilement des très petites quantités de liquide et en parallélisant ces procédés afin d'avoir un débit compatible avec les besoins de stockage de données. On a des objectifs complémentaires plus liés à l'informatique. Pour l'instant, on utilise des systèmes de fichiers transposés du monde informatique, donc on utilise les mêmes que ceux qui sont utilisés sur les disques durs, mais on travaille avec des laboratoires d'informatique pour développer un système de fichiers adapté au DNA Drive. On développe des codes correcteurs d'erreurs qui soient adaptés à la structure du DNA Drive également afin d'améliorer l'efficacité en particulier de la relecture. Et puis, on travaille sur la sécurisation des données, notamment avec une autre spin-off de Sorbonne Université qui s'appelle Cryptonext Security, qui fait de la cryptographie post-quantique. On peut stocker les données pour très longtemps et donc on veut qu'ils soient résistants, y compris aux futurs ordinateurs quantiques. Voilà, je pense que j'ai présenté très rapidement, sans entrer dans les détails technologiques, et je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup Stéphane, c'était super intéressant. Il y a pas mal effectivement, pas mal de questions. Je vais commencer par la première. C'était, vous arrivez à quel débit en lecture et en écriture? Alors, c'est extrêmement lent. Il faut alors l'écriture est ce qui prend le plus de temps. Donc, il faut plusieurs jours pour écrire et plusieurs heures pour relire. D'accord. Écrire, par exemple, plusieurs jours, c'est-à-dire, si on peut donner un ordre d'idée, c'est-à-dire que si là, la capsule que vous avez archivée, ça a pris combien de jours à peu près pour l'écrire, l'une des capsules? Pour l'instant, tout est fait de manière très artisanale, à la main, et donc c'est extrêmement lent. Il a fallu des semaines pour le faire. D'accord, ok, Donc, ok, ok. si l'ensemble du process est robotisé, automatisé, miniaturisé, on espère atteindre des débits beaucoup plus significatifs. L'objectif est d'atteindre un débit autour de 200 MO secondes. D'accord, d'accord. Mais c'est un objectif à 10 ans, sûrement. Ouais, ouais, je comprends bien. Alors, il y avait une autre, c'est comment êtes-vous sûr que le DNA Drive est biosécurisé et qu'il ne crée pas un code valide biologiquement parlant? Parce qu'on contrôle la séquence. C'est-à-dire si on utilise un code, je vous ai expliqué qu'on peut encoder à 2 bits par base. Si on encode à 2 bits par base, on ne peut pas contrôler la séquence. On est contraint de suivre la succession des, des données binaires. Et là, effectivement, par hasard, on peut encoder de l'information. Mais si on contrôle la séquence en encodant à 1 bit par base ou moins, à ce moment-là, on peut, comme on connaît les signaux qui produisent les protéines, qui produisent les ARN, les signaux d'initiation de la transcription, les signaux d'initiation de la traduction, on peut, dans la façon d'encoder les données, interdire, en fait, c'est ce qu'on fait, on interdit tous les signaux biologiques dans la séquence. Et donc, on sait qu'ils n'en contiennent pas parce que l'algorithme n'en ajoute pas parce qu'il les interdit. Et D'accord. je dirais même plus, on rajoute des codes biologiques qui sont des codes d'arrêt de signaux biologiques. Par exemple, d'arrêt des codons stop pour arrêter la synthèse de protéines au cas où par hasard il y a une erreur qui crée un site d'initiation. Il y a des stops à très haute fréquence qui permettent de bloquer toute création de données biologiques. Ah, ok, d'accord. Euh, et il y a une autre question. Eh, vous êtes lâchés, les gars, c'est super. Euh, est-ce que le séquençage détruit le brin lors de la lecture? Oui, le séquençage est destructif, mais il nous faut une toute petite fraction de la quantité d'ADN. Il nous faut, on a des millions, je vous ai dit dans la capsule, on a mis 100 milliards de copies.
Donc, on pourrait en mettre beaucoup moins, mais on en a mis vraiment beaucoup. Mais on a besoin d'une trentaine, une quarantaine de copies pour relire. Et donc, ça veut dire qu'on peut, lire, on lit qu'une toute petite fraction, donc on peut relire des millions de fois la même donnée parce qu'on n'en détruit qu'une toute petite fraction. D'accord, d'accord. Et ben, justement, derrière la question qui vient, c'est est-ce qu'on peut paralléliser finalement la lecture, quoi? Euh, la question, c'est l'écriture. Mais ouais, en fait, l'idée, c'est de paralléliser l'écriture. C'est déjà ce qu'on fait sur les Ah, petits l'écriture, pardon. c'est déjà ce qu'on fait sur les petits fragments d'ADN. Donc, au lieu d'en synthétiser les brins un par un, on utilise des plaques de silicium dans lesquelles on a des millions de chaque de ces molécules d'ADN qui sont polymérisées en parallèle. Et donc, à ce moment-là, en développant cette technologie-là, alors pour l'instant, on le fait avec une technologie qui est lente, mais avec la technologie DNA Drive, on espère pouvoir paralléliser ça de manière à augmenter le débit. Donc, chaque étape sera peut-être un peu plus lente, mais comme on en fera des millions en parallèle, on pourra augmenter le débit. C'est la meilleure option qu'on ait pour augmenter le débit. D'accord, OK. Et bah, la dernière, à quand la première envoi d'ADN Drive dans l'espace à l'image de plaques de pionniers? Alors, c'est une très bonne question parce que, en fait, c'est même pas à l'image de la plaque de Pioneer, mais pour la conquête spatiale, si on veut installer une base sur la Lune ou si on veut aller sur Mars, l'idée, c'est que les personnes qu'on va envoyer, il faut qu'ils partent avec toutes les données dont on dispose. Et on ne peut pas les mettre sur des disques durs ou des bandes magnétiques, et ça serait trop lourd. Et donc, l'idée, ce serait justement de stocker toutes les données du monde sur ADN pour qu'elles puissent prendre une place. Ça prendrait, je dis, le volume d'une tablette de chocolat. À ce moment-là, il n'y a pas de problème de volume. Et puis, sur place, on pourrait relire les données. Et donc, c'est des choses qui sont envisagées pour justement la conquête spatiale et être capable de relire les données. Donc, on fera sûrement peut-être une démonstration dans l'espace. Il faut qu'on fasse des tests de résistance de notre technologie aux rayons cosmiques, au voyage spatial. Donc, on a des projets pour intégrer le programme spatial et en particulier pour faire des essais sur la station spatiale pour essayer d'emmener des capsules qui contiennent de l'ADN, les exposer aux rayons cosmiques et les redescendre et vérifier l'état de l'ADN. On pense que ça pose aucun problème et que ça résistera et qu'on sera capable de relire, mais il faut qu'on le démontre. D'accord, d'accord. Et ben, en tout cas, c'est la fin des questions. Moi, j'en ai une dernière. Est-ce que vous voyez, des cas d'usage aussi, autres en fait que ceux, que par exemple envoyés dans l'espace? Mais j'imagine, que le sujet a été creusé un peu dans tous les sens. Ouais, en fait, il y en a énormément des cas d'usage parce que la donnée, on en utilise pour, euh, euh, pour plein de choses. Le premier cas d'usage qu'on a, c'est le stockage des clés de crypto, en fait. Parce que c'est des petits volumes de données. Ça, on peut le faire tout de suite. Et c'est un stockage qui est extrêmement stable, extrêmement durable et qui n'est pas hackable. Donc, et qui est plus sûr que stocké sur une clé USB, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qui sont faisables. Après, il y a énormément de demandes de stockage de données dans le domaine de l'authentification et du marquage. On a du marquage sur des billets de banque, sur les pièces d'identité, sur Mmh. des produits de l'aéronautique, sur du gaz, du pétrole. Pour l'instant, on le fait avec des encres, on le fait avec des numéros de série, mais ça reste assez limité. Avec l'ADN, on pourrait envisager de marquer facilement, surtout avec l'ADN qui se copie très facilement, on peut en faire des millions de copies très facilement. On pourrait envisager de marquer des objets. Donc, il y a un pan du domaine qui s'appelle le DNA of Things, c'est de rajouter de la data avec de l'ADN dans des objets qu'on peut mettre dans du plastique ou dans des tissus. Et ça, c'est une autre application du stockage sur ADN qui n'est pas une application data center classique ou données informatiques, mais
qui est du stockage de données, du marquage, qui est une piste qu'on explore très sérieusement. D'accord, d'accord. Et d'ailleurs, je suis en train de me poser, si vous êtes en plein levée de fonds, faites une ICO, quoi. Vous faites des clés d'authentification. Oui, oui, on travaille beaucoup. Alors, nous, on a déjà levé pas mal de fonds. Alors, les investisseurs, c'est soit des gens qui travaillent dans le domaine de la crypto, soit des propriétaires de data centers. Voilà, Octave Klaba, le patron d'OVH, par exemple, a investi chez Biomemory. D'accord. Donc, c'est ou des groupes qui ont des objets connectés. Et donc, tous les gens qui génèrent de la donnée savent ou qui manipulent de la donnée savent qu'il y a un problème de stockage. Et donc, ils sont très intéressés par les applications du stockage sur ADN. Ok. Il y a une autre question, c'est quelles seraient les limites de cette technologie? La limite de la technologie, c'est que ça ne peut pas remplacer un disque dur parce qu'on ne peut pas accéder à l'ADN en quelques millisecondes. Ouais, Donc, on est obligé de coexister avec un stockage chaud pour les données auxquelles on a besoin d'accéder très rapidement. Et ce stockage, en tout cas, peut-être qu'un jour, il y aura une technologie qui permet d'accéder à l'ADN à cette vitesse-là. Mais pour l'instant, on ne voit pas comment on pourrait le faire facilement. Il faudrait une très grosse rupture technologique. Donc, pour l'instant, la limite, c'est que ça ne s'applique qu'aux données froides auxquelles on n'a pas besoin d'accéder, mais ça représente quand même énormément de données. Le problème de backup et de réplication, c'est un des gros problèmes des data centers, le maintien de plusieurs copies à différents endroits pour les sécuriser. Et ça, l'ADN peut le faire très facilement parce qu'on peut faire des copies très facilement. ouais. Parce que le vivant sait copier l'ADN. À chaque fois qu'une cellule se divise, elle multiplie par 2 la quantité d'ADN. Hmm. Bah, Alors, c'est on déjà. peut stocker des données, je réponds à la question suivante, on Ouais, peut stocker des données dans un être vivant, mais c'est une quantité de données qui est trop faible. Donc, on, peut, on peut rajouter des chromosomes à un être vivant. On le fait en labo. Voilà, on pourrait, on le fait sur des levures. Hein. Donc, on peut rajouter des chromosomes. Un organisme qui a 15 chromosomes, on peut lui en mettre un 16e ou même un 17e, et que ce 16e et ce 17e contiennent de la data. Mais ça représente une quantité de données qui est relativement limitée. On peut mettre quelques mégaoctets de données. Mais on peut le faire. Donc on pourrait dans un schéma de science-fiction, mettre de la donnée dans un mammifère. et ça veut dire que ça se réplique aussi, les cellules, Oui, lorsqu'ils. en fait, la cellule, elle est programmée pour répliquer tous les chromosomes qu'elle a. Donc, que ce soit des vrais chromosomes ou des chromosomes qu'on lui a ajoutés, la cellule D'accord, va les répliquer comme des chromosomes endogènes. C'est comme ça qu'on fonctionne. Quand nous, on manipule de la donnée, on met de la donnée sur des molécules, on les met dans des êtres vivants, et ces êtres vivants, dans des bactéries. Hein. Après, on fait une culture de bactéries, donc on lui donne du sucre, elle va pousser. Donc, on d'accord. fait pousser la data, en fait. Elle va pousser, elle va se multiplier et en quelques heures, on a des milliards de copies de cette molécule d'ADN qu'on lui a insérée. Et ensuite, on la purifie, on sépare son ADN endogène et celui artificiel qu'on a rajouté, on récupère cet ADN-là et c'est ça qu'on stocke dans nos capsules. Ah, d'accord. Ok. Je vous laisse regarder les questions Ouais, que vous avez en je face. peux continuer à répondre. Hein. La capsule, elle résiste à un crash d'avion à peu près. Et en fait, il y a tellement d'ADN dedans que même exposé à l'air, ça tient plusieurs dizaines d'années. Hein. Donc, c'est pas. C'est très stable. On le stocke dans ces capsules. C'est pour des données qu'on veut conserver pendant 50 000 ans. Mais l'ADN, si je le mets sur un tissu ou sur un bout de papier, dans 10 ans, je peux toujours le relire. J'ai hâte de pouvoir La écrire un peu. duplication des données, oui, oui, ça correspond. La duplication facile des données, ça correspond à des divisions cellulaires, exactement. Ouais. Pour contrôler les mutations, en fait, on distribue les données on va pas mettre une molécule d'ADN qui contient de la donnée dans une bactérie qui va se diviser, parce que quand elle va se diviser, elle peut y avoir une mutation à un moment et donc les données vont être corrompues.
En fait, quand on manipule ces données-là, on manipule pas une bactérie, mais des millions de bactéries. Donc, on transforme des millions de bactéries. Alors, il y aura peut-être une ou deux qui vont avoir des mutations, mais c'est pas grave parce qu'ils sera noyés dans un million d'autres qui n'auront pas de mutation et donc on les voit pas en fait. Elles sont noyées dans le bruit de fond. Ok, super intéressant. En tout cas, merci. C'était bravo à vous. C'était super Merci. intéressant. En tout cas, vu les questions, c'est-à-dire que ça, le sujet a intéressé tout le monde. Ce que je vous propose, il nous reste 20 minutes avant 14 heures. Pour ceux qui veulent poser, ils n'ont pas eu vraiment le courage de le poser dans le chat. Je vous propose, Stéphane, c'est de passer dans la salle à Cosette Ouais. et il y a à discuter avec l'intervenant. Je pense que les personnes vont prendre beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et merci de nous accorder ce peu de temps. On n'était pas si nombreux que ça, mais j'imagine que ceux qui vont voir le replay derrière, ils vont prendre aussi un grand plaisir à regarder et suivre un peu ce sujet de près. Ok. Moi, Bravo, je passe dans ça va, l'autre salon. Ok. ça marche. À tout de suite. Merci à tous. Merci.